Bonjour, M. Chicoine. Bonjour, Mathieu. Ça va bien? Oui, ça va bien toi-même? Eh bien, merci de nous recevoir ici devant chez vous. Bien ça, bienvenue. Merci de nous visiter. Bien, ça fait plaisir. Comme première question, oui. On a su que tu étais agent de sécurité avant de te présenter comme député. Oui. Comment ça a changé la vie à la maison de passer du métier d'agent de sécurité à député? Ah, bien, ça a changé du tout au tout. C'est sûr que juste pour l'emploi du temps, ça devait être au moins le double d'heures en moyenne depuis le début. Donc, je suis pas mal moins présent à la maison, pas du tout du lundi au jeudi lors des sessions à Ottawa. Puis même ici, là, mes journées sont pas mal plus longues avec des activités autant les fins de semaine et soir, la semaine. Donc, ça a changé du tout au tout juste pour la vie familiale, entre autres. Là, ça occupe... Toi, tu as des enfants? J'ai trois enfants d'assez bas âge. Je me suis rendu à 8, 9 et 11 ans. Est-ce qu'ils comprennent un peu le changement? Est-ce que ça a été un gros choc pour eux? Les premiers mois, oui, ça a été un gros choc parce que je suis parti à un moment donné, tout de suite après 3-4 semaines, je suis parti pendant... Plus que 2 semaines consécutives parce que j'avais été... Bon, on avait un congrès à Vancouver au mois de juin 2011. Il y avait la session à Ottawa qui s'est prolongée aussi de 3-4 jours. Là, c'était à l'époque le lockout de Post Canada. Ouais. Donc, j'étais resté beaucoup plus longtemps que les enfants ne comprenaient pas que je leur avais dit, là, l'exemple, le 21 ou 22 juin, je vais être ici, alors que je dirais de tous les jours, ben là, non, je vais rester un petit peu plus longtemps. Donc, ça a été un choc pour ce premier mois-là. Mais en même temps, ils se sont habitués assez rapidement. Maintenant, de partir seulement 4 jours, il n'y a plus ça, l'adaptation est faite. Le rythme est pris. Le rythme est pris, puis autant pour ma femme aussi. Ça a changé pour elle aussi parce qu'elle travaille. Il fallait aller porter les enfants à l'école. Le soir, bien, ils ont des activités quasiment tous les jours, des activités parascolaires ou d'autres activités. Donc, elle est très, très, très... Moi, je dis que je suis occupé, mais ma femme l'est encore beaucoup plus. Et puis, qu'est-ce qui t'a amené vers la politique? Parce que j'ai lu dans un article que tu disais que même avant, tu annulais tes votes. Comment on passe de cette étape-là jusqu'à devenir député? Oui, bien, au niveau fédéral, moi, j'ai toujours été très, très... je me souviens que je suivais les congrès ado, là. Je me souviens... en 82 ou 83, Mulroney, quand il y avait des conventions, j'écoutais déjà ça. J'étais déjà très, très... je suivais déjà beaucoup la politique, mais il y a un certain temps là, auquel, on était représenté par le Bloc québécois à Ottawa. Parti libéral, j'étais pas capable de me rallier à ça pour leur position pas très, très pro-québécoise. Même temps conservateur, trop à droite pour moi. Donc, pendant quelques années, là, j'annulais mes votes. Je me reconnaissais pas dans aucun parti politique. Mais c'était pas un désintérêt. C'était pas un désintérêt de la politique, c'était plus un... C'est ça, Au fédéral, je ne retrouvais pas de programme qui me... Il y avait peut-être la NPD, mais la leader précédente, on l'a plus ou moins bien en vue au Québec. Quand j'ai vu que M. Layton, en 2003, a pris la direction du NPD, je me suis intéressé un petit peu. En 2004, là, je me suis mis membre tout de suite après les élections. C'est la première fois où j'ai renoué avec un seul parti au lieu de voter pour tout le monde. Donc, c'était surtout pour ça. Au niveau fédéral, je trouvais rien qui m'accrochait. Pendant quelques années, là, pendant 2-3 élections, là, entre, je dirais, 98 et 2004, j'ai annulé quelques votes, effectivement. Et là, après avoir vu justement Jack Layton, ça t'a inspiré, ça t'a décidé de te présenter. Au moment où tu as pris la décision, est-ce que tu t'attendais à être élu ou c'était plus pour l'expérience? Moi, j'étais confiant que l'NPD viendrait majoritaire au Québec, mais j'aurais pas dit 2011. OK. Plus en 2015? Bien, probablement. T'sais, moi, c'est sûr que 2011, c'était parce qu'il n'y avait pas de candidat non plus, peut-être qui venait de la région, qui aurait été candidat ici. Donc, ils nous envoyaient des courriels. Est-ce que vous êtes intéressé? Ça m'a pris un certain temps avant de me décider, parce que j'avais des jeunes enfants, puis je pensais pas prête là. Mais en même temps, je savais pas ce que ça impliquait non plus. Ça m'a pris du temps de décider. Je savais pas s'il fallait que je mette des ressources financières là-dedans, parce que je voulais pas. Puis ça n'a pas été le cas, donc on m'a rassuré là-dessus. Donc, j'ai dit, bon, mais c'est correct, je vais être candidat pour celle-là, mais pour voir si j'aime ça, puis celle d'après, ou 2015, ou 4 ans après, celle-là, j'aurais cru beaucoup plus qu'en 2011.
là, si tu croises, toi, quelqu'un dans la rue qui est au même point où tu étais avant de te présenter, qui est désabusé de la politique, comment tu réussis à aller chercher ces gens-là? Comment tu réussis à réintéresser les gens? Est-ce que tu t'en fais une mission ou si tu te dis dommage puis on passe à autre chose? Non, bien, sans en faire une mission, j'essaie de le convaincre aussi. Je me disais, je comprends exactement pourquoi peut-être que tu es désabusé aussi. J'étais peut-être un peu dans ce mood-là, là, il y a quelques années. Et puis, j'aime qu'il faut... Moi, j'ai toujours cru, là, surtout... qu'on ne fait pas exprès de nous présenter, surtout, mais c'est plus vrai aux États-Unis, puis les réseaux sonnent. On n'arrête pas de bombarder les téléspectateurs d'images négatives oui. des politiciens, de la politique, et ce qui fait que ça désintéresse les gens. Et ceux qui sont partisans, mettons, conservateurs ou des autres, eux continuent à y aller, puis ça maintient une certaine... establishment des mêmes partis qui gardent le pouvoir. Donc, il ne faut pas faire ça. Il y a une multitude maintenant de partis politiques où il y a certainement quelque chose qui vous rejoint un peu plus, même si ce n'est pas les partis traditionnels. Fait que je veux dire, c'est important d'aller voter, d'en trouver un ou aller, à tout le moins aller l'annuler pour indiquer, envoyer un message qu'il n'y a plus personne qui vous rejoint. Puis, et c'est tout. C'est sûr que s'ils continuent à dire « Non, je veux rien savoir », ben là, on passe à autre chose. Il y a de l'énergie à investir ailleurs. Je mets quand même quelques minutes là, pour expliquer que c'est pas correct. Il faut qu'on a ici au pays, on est un pays démocratique. Il faut exercer son droit de vote. C'est pas un devoir. Là, on disait un devoir de citoyen. Il n'y a pas de conséquences à ne pas le faire. Mais en même temps, il faut le faire parce qu'il y a des pays qui évidemment, se battent pour l'avoir. Nous, on l'a. Donc, il faut garder et s'impliquer, s'intéresser à tout le moins, puis exercer son droit de vote. Se rappeler que c'est un privilège. C'est un droit, mais si on pense que dans certains pays ne l'ont pas, absolument. On doit considérer ça comme un grand privilège. Tout à fait. Alors, je vais revenir au Sylvain, plus à la maison. Oui. Est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt dans tes temps libres, plutôt casanier, du type à rester à la maison, ou si tu es tout le temps à l'extérieur? Ou, On est assez... on bouge quand même beaucoup. Il y a certaines années, ben là, c'est encore le cas, là, sauf que les enfants... J'ai moins de facilité à les amener des activités, ils sont tannés un petit peu. Mais reste qu'on a toujours bougé beaucoup, là, les fins de semaine, rarement. Là. Ben, moi, je travaillais une fin de semaine sur 2. Celle que je travaillais pas, ben, il y a au moins une journée où on allait se promener, soit en visite chez quelqu'un, ou à tout le moins, souvent, ce qu'on faisait, là, je me souviens d'avoir visité à peu près tous les parcs provinciaux autour. Là, donc, non, on bougeait quand même beaucoup. On faisait quand même des activités sociales assez régulières. Bien, parlant de bouger... On ne restait pas à la maison beaucoup, effectivement. Parlant de bouger, est-ce qu'on peut aller à ton bureau pour la suite de l'entrevue? Bien sûr. Mais allons-y. Allons-y. Comment ça se passe une journée au bureau? Quand tu arrives ici, c'est quoi ta petite routine quand tu reviens au bureau? Tu reviens premièrement, c'est le jeudi? Le jeudi soir. Jeudi J'ai un soir. comité qui se termine à 5h30, donc je pars d'Ottawa 6h, quelque chose comme ça. J'arrive à la maison à 8h30, autour de... pour cette session-ci, parce que les comités, des fois, bon, l'horaire varie, là, mais en tout cas, là, je suis obligé de rester les jeudis soirs. Donc, des fois, après la période de questions, à 3h, je pouvais partir quand mon comité avait lieu l'avant-midi. Mais bon, donc j'arrive à la maison, de retour le jeudi soir. Je reviens ici au bureau le vendredi matin. Le vendredi, bien, des fois aussi, je suis obligé de rester à Ottawa. Là, sur un mois et demi, là, j'ai un tour de garde obligatoire à Ottawa. Les vendredis aussi. Donc, je reviens quelques fois à la maison que le vendredi soir. Mais les vendredis que je suis ici, ça se passe comment? Bon, habituellement, on est abonné aux journaux. Donc, j'arrive après avoir été reconduire les enfants à l'école. À 8h, ben, je viens, je consulte les journaux pour vérifier l'actualité du jour. Tous les journaux locaux ou ceux nationaux? Bien, locaux aussi. C'est sûr que, bon, déjà, moi, c'est fait pas tout le temps, mais bon, on a le reflet à Delson, où des fois, j'ai eu l'occasion de consulter, quoique des fois, je le fais aussi par version électronique. Des fois, c'est fait que j'ai pas à lire les journaux locaux. Mais il y en a quand même 4 journaux locaux que j'ai pas. Ceux de Châteauguay, je les ai pas consulté, évidemment. Donc, le journée de la semaine, évidemment, c'est le premier que je lis, ceux de Châteauguay. Des fois, celui de
celui le jeu du soir, des fois, j'ai le temps de lire celui de mon quartier, là, de ma ville. Mais bon, sinon ici, il y a les journaux locaux, Le Soleil, le Châteauguay Express. Fait que c'est les deux premiers que je lis, effectivement, le vendredi matin. Et le reste, c'est les journaux de la ville de Montréal, là, La Presse, le Journal de Montréal, Le Devoir, etc. Et la Gazette. Donc, tu te mets à jour. On se met à jour. Qu'est-ce qui se passe dans notre province? Oui, c'est ça. Dans la province, il y a des nouvelles nationales, des nouvelles régionales. Là. Puis, évidemment, des fois, j'ai feuillette un peu plus vite. Ça dépend. Des fois, j'ai un rendez-vous. Ça arrive avec un citoyen à 10h30. Fait que des fois, j'ai moins de temps. Fait que là-dessus, des fois, je fais un peu plus vite. Mais sinon, c'est un bon 2 heures. Tout ça, c'est la première chose que je fais si j'en ai l'occasion, évidemment. Le reste, après ça, je m'occupe des courriels qu'il y a eu durant la semaine. Des fois, c'est des demandes de publicité que mon adjoint imprime, me met sur mon bureau, que je consulte. Aussi les courriers de la semaine et des courriers qui me s'adressent directement. Donc, j'épluche ça pour une bonne heure là, pour vérifier tout ça. Et ensuite, entre-temps, souvent, il y a au moins une rencontre ou deux. Des fois, c'est ici, des fois, c'est sur le terrain aussi. On va organiser un petit peu plus. Je ne suis pas fait tellement, là, mais les gens ont l'habitude de dire qu'ils voient le député juste pendant les élections, puis ils ne le voient pas directement. On essaie de faire du porte-à-porte. On a fait un petit peu l'été passé, l'été d'avant aussi. Oui, c'est ça. Je sais que l'été, vous avez une période où la Chambre... Oui, la Chambre ne siège pas. De la Chambre, oui. Exactement. Donc là, il y a des activités communautaires, des activités qu'on peut un peu plus aller. Du porte-à-porte aussi, des fois, c'est pour promouvoir un événement, comme j'ai fait l'année passée une épluchette. Les 2 années précédentes, ça a été l'occasion que j'ai pris pour faire du porte-à-porte, pour informer les gens de l'activité que je faisais. C'était des levées de fonds pour des banques alimentaires qu'on faisait. Des fois, les gens donnaient ce qu'ils voulaient. C'est ça. Fait que là, en même temps, je m'imprimais un petit papier, je leur donnais ça, puis en même temps, en les invitant les citoyens du quartier autour de où se faisait l'activité, j'en profitais pour leur demander leurs préoccupations, etc. Des fois, des pétitions à signer s'ils voulaient. Donc, c'était des périodes là, où j'ai fait un peu plus de porte-à-porte. Mais c'est d'en faire aussi l'hiver. C'est moins agréable. C'est moins agréable. Je l'ai pas fait encore. Là, surtout cet hiver. Oui, il a fait froid. Mais là, peut-être qu'on... Aujourd'hui, ça reste agréable. Ça arrêtait pas de suivre. On ira tantôt. Tu nous as présenté rapidement ton équipe. Oui. Quand tu engages quelqu'un, c'est quoi les qualités que tu recherches? Est-ce qu'il y a vraiment des qualités prédominantes ou tu attends de voir avec qui tu négocies? Évidemment, ça dépendait des postes au début. J'ai gardé presque les mêmes. Il y a Marie-Claudia qui s'est joint un petit peu plus tard. Sinon, c'est les mêmes. Autant à Ottawa, c'était les mêmes au début. Okay. Mais les qualités que je recherchais, évidemment, dépendait du poste, évidemment, pour lequel les personnes postulaient. Mais c'est sûr qu'une certaine connaissance du milieu communautaire, c'était quand même primordial. Moi, j'insistais pour avoir des gens qui venaient de Châteauguay, qui venaient de la région. Mm-hmm. C'était un des premiers critères aussi que je recherchais, parce que les gens ont une connaissance un peu du milieu. Donc, c'est 2 personnes qui viennent de Châteauguay. Ça aurait pu être aussi de Saint-Constant, mais bon, ça a donné que les 2 viennent de Châteauguay. Fait que c'était primordial pour moi aussi là, que ces personnes-là connaissent déjà le milieu dans lequel on évolue, qui connaissent déjà les groupes communautaires. C'était 2 personnes aussi impliquées dans le milieu communautaire. Donc, c'était des qualités recherchées aussi. Il y avait des connaissances informatiques, évidemment, qu'il fallait qu'ils aillent, et ainsi que des connaissances, évidemment. Il y a un test de français que j'avais fait pour être sûr que oui, je me souviens, j'ai passé ça, un test en français et en anglais aussi. Ah oui, en anglais? Oui. Je l'ai pas fait passer. Une question à développement en anglais, oui. Mais il y a une bonne communauté anglophone ici aussi, là. Ouais. Il y a Thérèse qui était bilingue, mais Claudia un petit peu moins. L'anglais, je l'ai pris quand même parce qu'elle avait d'autres connaissances informatiques qui comme tu disais tout à l'heure, de toute façon, sont complémentaires. Oui, exactement. Si c'est des personnes qui ne parlent qu'anglais, comme Claudia est capable de se débrouiller, mais des fois c'est un peu plus limité, sinon c'est des personnes qui ont c'est peut-être Thérèse qui prend un petit peu plus à ce moment-là. Fait qu'il y en avait une des 2, fait que c'était rassurant de ce côté-là. Mais oui, à l'effet qu'il y a un milieu anglophone assez important à Kanawake, Châteauguay, là, ça représente peut-être 25 000 personnes. Donc, il y avait une certaine... C'était un prérequis pour au moins une des 2, là, comme je le mentionnais. Donc, une des 2 est parfaitement bilingue, l'autre un petit peu moins. Claudia, mais c'est correct, dans le sens où elle avait d'autres très, très bonnes qualités qui faisaient en sorte que c'était pas grave
si elle fonctionne. Et là, tu t'as mentionné Kahnawake. Est-ce que ça change un peu, est-ce que ça devient particulier de travailler dans un comté où il y a une aussi grosse population autochtone qui sont un peu, en tout cas, il y a eu plusieurs manifestations dans les dernières années par rapport au gouvernement. Est-ce que ça teinte un peu le travail que tu as à faire, puisque c'est une communauté quand même importante qui a des revendications depuis longtemps? Un petit peu, parce que là, présentement, il y a certains projets de loi un peu plus controversés qui les touchent. Un gouvernement qui ne consulte pas beaucoup, qui n'a pas consulté les Premières Nations quand ils ont passé certains projets de loi, dont un qui touche l'éducation des Premières Nations. Récemment, d'ailleurs, le pont avait été bloqué pour ça. Ils n'ont pas bloqué, mais ils ont fait une manifestation. Oui, exactement. Tout juste à côté. Il y en a eu un autre aussi dans le mouvement Idle No More l'hiver d'avant. Si bien que effectivement c'est un gouvernement qui n'écoute pas beaucoup et qui ne consulte pas beaucoup, donc c'est un groupe, je ne voudrais pas trop les... ils l'ont déjà démontré par le passé, là, que ils sont capables de se mobiliser énormément. Donc oui, ça touche ça, et puis je les rencontre un petit peu plus tard justement avec autant le Longhouse qui représente un peu plus les traditions familiales à venir, et ainsi que de rencontres avec le conseil de bande là, que je n'ai pas fait depuis un certain temps. Là. On avait juste des discussions téléphoniques. Mais là, on va travailler ces dossiers-là un petit peu plus de façon pointue là, très, très prochainement. Je les rencontre avec ces deux groupes-là. Là. Et comment tu fais pour... j'imagine que de la même façon que c'est difficile, qu'on parlait de l'image de taper sur le même clou qui ne renfonce pas beaucoup, ça doit être difficile d'aller défendre leurs droits auprès du gouvernement conservateur. Comment vous faites après ça pour revenir à eux, pour leur expliquer comment la situation évolue? Est-ce qu'encore une fois, il y a un sentiment d'impuissance un peu? Comment on négocie avec ça? Pour les Premières Nations? Oui, pour les Premières Nations. Évidemment, c'est un dossier que je me suis tenu au courant, mais que je n'ai pas travaillé tellement parce qu'on a 3 représentants. Déjà là, qui est Roméo Saganache, qui a déjà œuvré beaucoup dans ça. Donc, c'est lui principalement le porte-parole puis qui œuvre à ce niveau-là. Et Gene Crowder, qui est le porte-parole principal dans les dossiers-là, puis un autre porte-parole adjoint qui est un autre autochtone, mais de l'Est du Canada, la Côte-Nord. Son nom m'échappe, mais en tout cas, il y en a un 3e qui ont travaillé beaucoup ces dossiers-là, qui nous ont informé beaucoup des changements à venir. Évidemment, le conseil de bande est tout à fait au courant et au fait que c'est pas... Vous avez un peu les mains liées. Qu'on a les mains liées, qu'on a fait le travail dans ce sens-là, mais en même temps, ils sont très, très, très insatisfaits. Mais c'est un groupe, c'est très, très particulier, là, surtout les Iroquois ou les citoyens ici ne veulent pas qu'on s'occupe trop de ces affaires, parce qu'ils veulent être le plus autonome possible. Eux se considèrent qu'il devrait être un gouvernement à part entière. Ce qui est évidemment ce que le statut, ça ne le confère pas. Ça le confère plus des rôles de maire là, qu'un gouvernement indépendant. Mais donc, en même temps, il y a une réticence à avoir de travailler, une petite réticence à travailler avec notre bureau à cet effet-là. Mais en même temps, il y a une ouverture, là, d'autant plus parce qu'ils sont très, très, très... ils se sentent très concernés et choqués par le projet de loi qui n'a pas été déposé encore, que seulement les grandes lignes ont été annoncées, mais il n'y a pas de on veut pour en venir, parce que les Premières Nations sont sous-financées de 30 de moins qu'une autre école qu'à travers le Canada. Donc, on voudrait évidemment qu'ils soient financés autant, parce que c'est peut-être pas la situation à Kahnawake, mais il y a des situations là, des Premières Nations, là, il y a bien des pays en voie de développement qui sont mieux organisés, qui sont mieux dans le nord du Québec. Dans le nord du Québec. C'est peut-être moins pire au Québec, un petit peu. Mais il y a certaines places où, effectivement, c'est l'extrême pauvreté. Je sais qu'au nord de l'Ontario, Non, l'Ontario, à Tawapiskat, ça avait fait les manchettes il y a 1 an et demi. Là, c'est incroyable les conditions dans lesquelles vivent ces gens-là. Donc, ils demandent à ce qu'il y ait un financement adéquat pour avoir des écoles décentes, ce qu'ils n'ont pas. Juste une base, là, c'est pas de l'excès. Non, exactement. Mais en même temps, ils veulent des concessions pour pouvoir en venir à ça qu'eux trouvent inacceptable. Donc, on va suivre ce dossier-là et le travailler un peu plus dans les semaines à venir. Bien, je vais te souhaiter bonne chance là-dessus et je vais t'inviter à se diriger vers ton lieu coup de cœur qui est l'île Saint-Bernard. Oui. Le groupe Héritage Saint-Bernard qu'on va aller rencontrer. Absolument. Allons-y. Super.
Nous sommes maintenant rendus sur l'île Saint-Bernard avec le directeur général d'Héritage Saint-Bernard, M. Luc Lécuyer. Salut Luc. Bonjour, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous un peu. L'île Saint-Bernard ici, Héritage Saint-Bernard, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Quelle est votre mission, autrement dit? Et la mission, c'est de protéger et mettre en valeur les territoires naturels qui nous sont confiés. On fait aussi beaucoup d'éducation avec les écoles. On reçoit près de 8000 jeunes par année ici. Aujourd'hui, là, c'est plein de jeunes. On va peut-être entendre des petits jeunes passer. Et on a un ponton aussi, on fait des excursions. Il y a la navette fluviale qui fait le lien entre Montréal et Châteauguay. Ici, il y a l'autocueillette des pommes, parce qu'on a un verger de 800 ou 900 pommiers. Il y a l'éco-marché de l'île. Finalement, c'est un aspect récréatif et éducatif qui touche toujours l'environnement. Il passe 150 000 personnes sur l'île Saint-Bernard par année. Et c'est un territoire absolument fantastique. Pour Sylvain, pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Pourquoi est-ce que tu en as fait ton coup de cœur, l'Héritage Saint-Bernard, l'île Saint-Bernard? Premièrement, c'est parce que c'est un site magnifique, hein, où on conjugue très bien nature et culture. Il y a plusieurs activités culturelles, des activités sportives qu'on peut y faire. Et c'est un site que je ne connaissais pas du tout avant 2011 et que j'ai découvert avec émerveillement là, à partir de cette époque-là. Je mentionnais, là, avant, on faisait... je te mentionnais un petit peu plus tôt qu'on faisait tous les parcs nationaux autour. On les a tous faits une dizaine de fois. Et l'île Saint-Bernard, je ne connaissais pas du tout. Okay. Donc, c'est maintenant un lieu où je viens en famille. On peut faire toutes sortes d'activités. Luc en a mentionné plusieurs. On peut louer des skis de fond. On peut faire de la raquette. Il y a des randonnées nocturnes également où ça se termine devant un feu. J'ai pas eu l'occasion de le faire encore, mais je pense qu'on va le faire très, très bientôt. Je vais initier ma petite famille au ski de fond. On l'a fait au ski alpin. Donc, c'est un site magnifique, enchanteur, là, sur le bord ainsi à l'embouchure de la rivière Châteauguay au lac Saint-Louis. Là, c'est de toute beauté. Il y a énormément d'activités à faire sur l'île. Hiver comme été, également, c'est ce qui est intéressant, c'est que l'expérience est vraiment différente. Qu'on vienne l'hiver ou qu'on vienne l'été, le paysage est différent, les activités. Les 4 saisons, c'est vraiment des moments uniques, là. Vous offrez, c'est ça, une programmation différente à chaque saison, vraiment? Chaque saison. Chaque saison. Par exemple, au mois de mai, vous allez avoir les ornithologues qui viennent ici parce que c'est le moment où les oiseaux arrivent. Alors là, c'est la folie. Partout au Québec, les gens s'en viennent ici. C'est reconnu comme un des sites d'observation majeurs. Mais la région ici, c'est où il y a une des plus grandes biodiversités au Québec, en fait. Oui, mais tous les territoires naturels au sud du Québec, donc près de Montréal, c'est à la fois c'est un écotone, c'est-à-dire on regroupe toutes les espèces qui viennent du nord et celles qui viennent du sud, puis il y a une rencontre. C'est la rencontre des climats. C'est la rencontre des climats qui font en sorte qu'on a de tout. Et qu'est-ce que ça représente pour le comté? Un groupe comme Héritage Saint-Bernard, en quoi est-ce que c'est important pour le comté ici? Bien, c'est extrêmement important pour, d'un, faire la promotion du site. Comme je mentionnais, je pense qu'il y a encore, c'est un site qui gagne à être connu de plus en plus. Il l'est de plus en plus, je pense. Il est de plus en plus. Il faut dire que c'est depuis 2010 seulement là, que Héritage Saint-Bernard s'est venu confier la gestion de Mais tout on le sent site. bien le travail, je pense, année après année. Depuis que moi-même j'ai entendu parler d'Héritage Saint-Bernard, j'en entends de plus en plus parler à chaque année. Puis je pense pas que c'est parce que j'étais pas au courant avant. Là, je pense que c'est parce que c'est plus dans l'air que c'est l'était. Absolument. C'est plus dans l'air. Il y avait toutes sortes d'activités merveilleuses. Puis Héritage Saint-Bernard, c'est important là, de faire connaître ce site qui est encore, je pense, méconnu là, à travers les Québécois, à part peut-être les ornithologues amateurs. C'est les seuls que je connais qui viennent de loin, qui connaissaient le site là, d'Héritage Saint-Bernard. Donc, sinon, il y a encore... pour toute la famille là, autour de Montréal, là, je pense que le site gagne à être connu et puis je pense pas qu'il y a personne là, qui peut venir sur le site et être déçu de l'environnement. C'est vraiment ça beau, gagne encore à être connu. Ils font un travail magnifique à cet effet-là. Mais il y a encore du travail à faire puis je pense qu'ils vont le faire à travers... D'ailleurs, qu'est-ce qui nous attend pour le futur de l'île Saint-Bernard, les projets qui s'en viennent cette année et puis à plus longue échelle? Bien, on a beaucoup de travail avec la ceinture verte de Châteauguay-Léry. Vous entendez parler régulièrement. L'île est protégée. Il y a un petit bout de terrain aussi qui est protégé dans le bout de l'hôpital Anna-Laberge, qui est le centre écologique Fernand-Séguin. Mais le territoire entre les deux, on peut le réunir puis faire une bande verte, si tu veux. C'est possible. C'est des territoires marécageux ou forestiers qu'il faut protéger. À ce moment-là, ça, c'est un projet à long terme. C'est d'avoir une ceinture verte qu'on va pouvoir offrir aux gens de la région.
Ça, c'est le grand projet qui s'en vient. Et il y a un projet aussi de construction d'une tour. C'est notre rêve de construire une tour de plus de 30 mètres ici, un peu plus loin, pour permettre aux gens de voir la région aussi, de voir Montréal, le lac Saint-Louis, de voir tout le territoire de la Craie. Avec une tour Le point de vue doit être assez incroyable, oui, effectivement. C'est aussi une tour qui sera axée sur l'éducation. Ça, c'est un projet qu'on a. La mise en valeur de la rivière Châteauguay, on a des projets présentement. Les excursions sur le lac Saint-Louis à bord de la navette, on travaille là-dessus avec la ville de Beauharnois présentement. Toujours l'autocueillette des pommes, on a un verger qui va être entièrement biologique dès cette année. Certifié, parce que ça fait déjà plusieurs années. Ça fait 3 ans, là, on y arrive. Là. OK. Et c'est ça, c'est sans arrêt. Il n'y a pas vraiment de fin à apporter des activités de qualité, responsables, puis pour respecter le site aussi. Jamais dépasser la capacité d'accueil des espaces naturels. C'est notre travail, ça, de faire ça. Et on le fait depuis 87. Ça fait 26 ans maintenant. Mais ça fait juste depuis 2006 qu'on est dans ce bâtiment-là ici. Et si on oublie que M. Sylvain Chicoine est député, est-ce que vous sentez que vous avez un appui des institutions en place? Est-ce que la Ville est là? Est-ce que le gouvernement est là? Oui. Notre député, M. Chicoine, est là pour nous aider. Il est toujours là. Il répond toujours oui quand on l'appelle. Notre député provincial aussi, M. Moreau. La Ville de Châteauguay, c'est le grand partenaire là-dedans, parce que sans la Ville, on n'est pas là. Ce bâtiment appartient à la Ville ici. Ça, c'est le grand partenaire. Et c'est grâce à la vision de la mairesse Nathalie Simon, mais aussi des autres maires qui étaient là avant, M. Pavone, M. Boursier, ont tous eu le même soutien pour... disons que ça va un peu plus vite maintenant, on est rendu un peu plus loin, mais on a une excellente collaboration avec tous les gens des ministères et des différents paliers de gouvernement. Bien, on souhaite plusieurs belles années encore à l'île Saint-Bernard et à Héritage Saint-Bernard. Puis je te remercie, Luc, ça fait plaisir de nous avoir reçus. Et merci, Sylvain, pour cet entretien. Très intéressant. Très grand plaisir. Merci.